bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Retour sur le plateau, cette fois-ci on va parler de livres, on va se livrer à feuilleter des tessons, c'est toujours fait sourire quand on voit quelqu'un qui s'appelle Tesson. On va parler ça dans le commencement réunionnais. J'avais dit Tesson parce que je voulais faire un jeu de mots. Elle a pris de la bouteille depuis. Bonsoir. Gaëlle Guiton. Bonsoir, j'y suis. J'ai demandé ce que c'était. Elle a fini par comprendre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse présenter vos invités. Alors, je suis venue avec Kulsoum et Mélissa, en fait... Alors, on va juste préciser quand même qui est Mélissa Calarcy. Oui. Donc, je suis coordinatrice de l'association L'Île-aux-Mots. D'accord. Et Kulsoum, qui est donc une lectrice assidue et qui passionnée. De temps en temps, qui vient bien avec plaisir sur ce plateau. Alors, on va parler de... Quel va être le thème aujourd'hui ? Le thème va être le nature writing. Alors, je voulais juste faire une petite précision pour vous raconter une anecdote comme pourquoi on en parle aujourd'hui. J'aime bien discuter avec les lectrices pour savoir si elles veulent venir sur le plateau pour aborder certains thèmes dans la lecture. Et Mélissa me disait qu'elle était fan du nature writing, ce qui n'était pas mon cas. Alors, est-ce qu'on pourrait préciser c'est quoi ? Je vais laisser Mélissa en parler. Elle en parlera mieux que moi. En fait, alors, d'abord, est-ce qu'on pourrait le prononcer un peu pour voir comment ça donne ? Nature writing. D'accord. Voilà. J'essaie de savoir ce que c'est. Mais on peut tout simplement dire la littérature verte ou la littérature de la nature, les romans verts. D'accord. Voilà, écologiques. Voilà, c'est assez. Un roman vert, ça parle de nature ? Ça parle de nature, effectivement. D'accord. Tout à fait. En fait, le nature writing, c'est un courant littéraire qui est né aux États-Unis. Quand les Occidentaux sont arrivés aux États-Unis, la nature était quasiment vierge. Bien sûr, il y avait les Indo-Américains, mais la nature était quand même très préservée. Et très rapidement, il y a deux courants qui se sont formés. Un courant, pour, entre guillemets, civiliser la terre américaine. On va juste essayer de fixer un petit peu la date. Oui, donc c'est dans, on va dire, 1700, entre 1700 et 1800. Voilà. Juste pour rappeler à quel moment il y a Christophe Colomb. 1492. Ouais. Voilà. Un peu après. Il y a quand même 2 siècles. Oui, mais entre 1492 et 1700, il ne s'est pas passé grand-chose quand même aux États-Unis. Voilà, à part l'extinction des Indo-Américains, mais bon. En tout cas, en termes de civilisation. Et donc, deux courants qui s'opposaient. Un courant qui visait vraiment à industrialiser, civiliser, urbaniser. Et un autre courant, plus respectueux de la nature, profiter de ces grands espaces magnifiques. Et surtout plus respectueux des indigènes qui étaient là ? Alors, pas forcément, malheureusement. Mais en tout cas, voilà. En partie, mais pas forcément non plus complètement. Et donc, avec des auteurs qui ont commencé à écrire en fait sur la nature, avec des journaux dans un premier temps, puis de la littérature de fiction. Et donc est apparu ce courant littéraire qui vise un petit peu à la fois à magnifier la nature et à la présenter comme une alliée et un reflet du miroir de l'âme humaine. Voilà. Donc, la place de la nature très très prépondérante. Et donc Gaëlle me répond, moi c'est pas trop mon truc. Oui. Voilà. J'ai un peu de mal, je suis un peu la citadine de base et la nature, ça me parle pas. Mais on le voit beaucoup dans les films. Danse avec les loups, vous vous souvenez ? Oui. Voilà. Kevin Costner. Et donc ça avait repris un peu cette nature writing avec ce lieutenant qui est affecté au fin fond de... Il s'appelle Dunbar, je crois, dans le film. Oui, voilà. Et donc qui est au milieu de toute cette nature et qui va... être un peu sublimé, comme dit Mélissa. Tout à fait. C'est une thématique qui est beaucoup reprise au cinéma, effectivement. Ouais. D'accord. Il faut juste se rappeler que c'est vrai qu'il y a ce loup qui est là et qu'il va essayer de domestiquer pendant un moment. Il se met à 4 pattes et c'est là que les Indiens vont le regarder faire et qui finalement vont l'adopter. Oui, et la thématique du loup dans le nature writing est immense parce qu'on a Jack London. Oui. Qui reprend l'appel de la forêt. Mais là, c'est le Grand Nord. Blanc. Oui, mais c'est toujours cette immensité qui est reprise dans la littérature.
Tout à fait. Mais bon, de toute façon, on a vu ne serait-ce que même dans les dessins animés aux États-Unis, que ce soit Frères des Ours, que ce soit Spirit, on voit que la nature inspire aussi les Américains et surtout les réalisateurs américains. On le voit surtout dans les travelling où on voit beaucoup de chevaux, on voit dans les films avec beaucoup de bêtes parce que les éleveurs de bœufs à cette époque-là étaient très riches également. Et on le voit aussi dans un des Lucky Luke, les barbelés sur la prairie. On voit ça se termine on enlève les barbelés et finalement on plante des arbres à la place donc des haies. Ça montre bien que derrière ça, il y a quand même un mouvement écologique. Exactement. Et juste pour rappeler que Greenpeace a quand même un siège très important aux États-Unis. Ouais. Alors, je vais rebondir parce que vous étiez en train de parler des arbres. Donc, je vais rebondir sur L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Pour commencer à lire donc du nature writing, parce que évidemment souvent on nous reproche parce que c'est très descriptif, c'est long, donc les gens abandonnent assez vite, mais il y a quand même des histoires aussi à l'intérieur. Il n'y a pas que cette nature sublimée, il y a aussi des histoires. Donc dans ce livre qui est très beau et poétique, c'est l'histoire d'un narrateur inconnu qui va s'avancer, qui va aller se promener dans la Provence, entre les Alpes et la Provence, et il va rencontrer un berger. Et ce berger, ce qu'il fait, c'est que tout seul, il se met à replanter des arbres en Provence où il ne poussait que la lavande. Il n'y avait rien. Et donc, on le voit planter des arbres. Donc, puisqu'on a parlé de lavande, on va revenir sur un terme. Jean Giono, c'est un auteur français. L'époque, on va dire, t'es encore contemporain ou pas 1953, ce livre. Donc, contemporain. Donc, oui. Et qu'on commençait aussi à cette époque-là, donc on est après la guerre, il y avait une reconstruction aussi qu'il fallait au niveau du monde. Et c'est vrai que quand on en parle de ça, on le voit en Afrique, souvent on récompense les gens qui essayent de stopper l'avancée du désert. Et je crois que le dernier a été d'ailleurs le dernier prix Nobel de la paix, je crois. Oui. Prix Nobel de la paix, c'est quelqu'un qui plantait aussi les arbres, si je trompe. Oui. Et donc là, il va passer, ce berger va passer les 2 guerres mondiales à replanter. Et ce qui va se produire à la fin est tellement magnifique. Je vous raconte pas tout parce que il est tout petit, facile à lire, donc je ne vais pas vous en dire tout, mais ça devient quelque chose vraiment de magique, quoi, de la Provence qu'on connaît aujourd'hui. Il est adapté aux adolescents, donc c'est pour les adolescents, pour découvrir ce genre littéraire, il est parfait. Oui. Tout à fait. Et c'est même un livre qui a été adapté en audiolivre qu'on trouve assez librement sur Internet. Ouais. Donc c'est aussi une approche qui peut être possible pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps de lire. Voilà, on télécharge ça, on écoute ça dans la voiture, dans les bouchons, et on en profite pour faire une petite c'est une manière d'appréhender aussi le livre, l'audiolivre. Moi, je l'ai déjà testé. Et en lisant d'abord le livre et après avoir l'audiolivre, vous le vivez autrement, le livre. On est vraiment en pleine immersion et on a des émotions complètement différentes que quand on lit un livre papier. Ouais. Donc là c'est français, mais le nature writing c'est un genre qui est écrit beaucoup par des Américains. Tout à fait. Et donc partie dans ma mission de convaincre Gaëlle qu'il pouvait y avoir des bons romans. Donc on a échangé des titres et elle m'a conseillé de lire Wild de Cheryl Strayed, donc qui est celui-ci. Voilà. Qui est donc un récit autobiographique d'une jeune femme qui, à un moment de sa vie, a eu pas mal de soucis, des deuils, une séparation, et qui se décide à se lancer dans une très grande randonnée de plus de 1000 km pour un petit peu se retrouver. Donc je vais laisser Gaëlle peut-être donner son avis. Alors donc, je ne suis pas une grande fan de ce genre littéraire, mais je fais régulièrement des challenges et à chaque fois, je dois lire du nature writing, donc je galère pour trouver un roman qui puisse me plaire. J'ai essayé Sylvain Tesson, qui écrit très très bien, mais ça ne marche pas avec moi. J'ai essayé Cormac McCarthy, que j'adore, mais ça ne marche pas, donc j'ai essayé celui-là. Et enfin, j'ai réussi quelque chose.
ça allait, ça me plaisait, pas autant, mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette héroïne qui n'est pas vraiment une randonneuse, qui n'est pas une sportive, qui est voilà, la citadine. J'ai l'impression de me reconnaître en elle, et elle va se lancer dans cette randonnée de plus de 1000 km, qui est nul au départ, il faut le dire. C'est une catastrophe au départ. Elle est complètement à côté de la plaque, elle nous porte des sacs énormes, elle pense à se maquiller, elle pense à ses préservatifs. Aussi, elle n'a pas compris. Et on va la voir tout le long de son parcours évoluer, faire des rencontres, appréhender la nature autrement. Donc j'ai eu l'impression de me reconnaître dans cette héroïne. Je ne me serais pas vue la faire, la randonnée. Mais je me suis dit, ça aurait pu être moi. Voilà. On va juste rappeler que l'Ouest sauvage, c'est-à-dire ces grands espaces dont parlaient les Indiens, dont les grandes prairies, dont ces grandes conquêtes menées à l'époque de la ruée vers l'or, surtout, ça reste aussi un fantasme chez les auteurs, parce que ne serait-ce qu'à la télé, quand on voit toujours le héros partir à la fin sur son Harley Davidson vers le soleil couchant, il y a ça, on le voit également dans Lucky Luke, je reviens à Lucky Luke, à la fin, toujours ce soleil couchant, et là, avant, on faisait le tour du monde pour se chercher. On avait besoin de faire le tour du monde. Aujourd'hui, on a besoin de faire de grandes randonnées. Oui. Donc, quelque part, on a raccourci, je dirais, la distance, mais on a quand même gagné en profondeur, parce que lorsqu'on va dans une forêt toute seule avec son sac à dos, avec juste ce qu'on a besoin, c'est vraiment un voyage. Un voyage sur soi-même. Et j'avais reçu il y a quelque temps une jeune fille de 37 ans. Elle travaille à Toulouse, à Airbus. Et elle a pris son sac à dos. Elle a fait l'Asie. Juste son sac à dos. Ce qui était pour lui très important, c'était d'avoir son rouleau de PQ, parce que c'était ça qui était le plus important. Mais on montre bien que l'être humain aujourd'hui part à la recherche de lui-même finalement. Et c'est vrai quand on voit wild, c'est-à-dire sauvage, ce qui est sauvage, ce qu'on ne sait pas, on ne se connaît pas en nous finalement. Et ça, c'est important. Et on voit que dans tout, que ce soit dans le premier que j'ai découvert de Paul Coelho, l'alchimiste, partir à l'autre bout du monde, au fin fond du monde, pour découvrir que ce qu'on cherche c'est juste à côté. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que dans les livres aujourd'hui, il y a beaucoup de cette quête personnelle, et à l'arrivée finalement on fait le tour du monde pour revenir à... Oui, parce que la nature, c'est un retour aux sources. Donc, ça favorise ces voyages initiatiques. Parce qu'on retourne à la source. Et la plupart de ces livres-là qu'elles vont présenter, il y a un peu de ça. C'est un retour vers soi. Se réapproprier la nature aussi. Il y a cette notion-là, on se réapproprie la nature. On essaie de venir à choses un peu plus primaires qui nous suffisaient à l'époque, et que maintenant, on est trop attaché à ce qu'est Internet ou l'électricité. Voilà, c'est ce retour à la matière première. Juste avant de parler de Sylvain Tesson et des autres... C'était pas le but. des autres auteurs. Non, si, on va quand même en parler, puisque les livres sont là. Oui. Je vais juste rappeler pour tous ceux qui ont été à l'école et qui ont lu ces trois livres, 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, Le tour du monde en 80 jours. Voilà, Jules Verne a quand même donné une dimension particulière à ça. Et que dire du voyage dans le temps et j'ai oublié son nom, lui. Et cet auteur qui a donc créé cette machine pour voyager dans le temps. Remonter dans le temps, oui. Alors, pour revenir à Jules Verne, L'île mystérieuse. Aussi. Donc, c'est un voyage en ballon, et qui, en fait, le ballon a des difficultés. Et donc, ces 5 personnages vont se retrouver échoués sur cette île mystérieuse, et qui vont apprendre à découvrir, à organiser leur vie, et réapprendre, j'ai envie de dire, à apprendre la nature. Et juste un petit clin d'œil à Jim de Stevenson, L'île au trésor. Voilà, juste pour dire ça. Et c'est vrai que ça nous fait voyager, ça nous fait rêver. Surtout il y a 50 ans, quand on n'avait pas Internet, on n'avait pas tous ces moyens-là. Et c'est vrai que le livre était vraiment notre billet pour le monde, quoi. On parle aussi des livres qui sont sur le plateau. Alors, je voudrais féliciter Mélissa, qui a réussi à me donner un coup de cœur dans le nature writing. Ça a été inespéré, franchement. Je tiens à préciser que voilà, si vous voulez découvrir des genres littéraires, allez voir des personnes vraiment qui sont passionnées dans le genre, et écoutez leurs conseils. Il faut les connaître.
J'ai demandé à Koussoum et à Mélissa de donner leur numéro de téléphone en direct. Oui, non, mais se renseigner auprès du public, voilà, et des bibliothèques. La médiathèque du port, voilà, renseignez-vous parce que franchement, moi, je suis partie toute seule à essayer de rechercher et je vois que je me suis trompée. Et Mélissa, elle a su me conseiller un coup de cœur qui est devenu le mien. Je ne l'aurais jamais cru. Donc, c'était Dans la forêt de Jean England. Je sais pas, c'est quoi le... Jean England. Dans la forêt. Jean England. Alors donc voilà, le livre... Alors, on parle de quoi, mesdames ? Alors, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, deux jeunes filles, qui sont au début du roman seules dans une maison au fond de la forêt. Voilà, au fil du texte, on apprend qu'elles ont perdu leurs parents et que sont survenus des événements. On n'a pas forcément le détail des événements qui font que la civilisation a complètement disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de moyens de transport, il n'y a plus de pétrole. Et, c'est ça la civilisation ? La civilisation telle qu'on la connaît. Voilà. Et donc elles sont dans cette maison dans laquelle elles ont quasiment toujours vécu. Et progressivement, les ressources s'épuisent, les stocks de nourriture qu'elles avaient, le petit stock d'essence qu'elles avaient, tout ça s'épuise au fur et à mesure. Et elles se retrouvent en fait confrontées à devoir, pour survivre, réapprivoiser, redomestiquer la nature qu'elles avaient un petit peu mis de côté. Voilà, elles vivaient dans la forêt, mais finalement avec des moyens modernes. Et petit à petit, elles vont, elles aussi, se réapprendre, se replonger en elles-mêmes. Et en fait, un petit peu comme dans le roman précédent, Wild, et comme le disait très bien Koulsoum, c'est vraiment le récit d'un retour vers soi, de se réapproprier des choses qu'on a pu perdre. Et peut-être un peu différemment dans Jules Verne, où là, c'est un petit peu l'homme qui doit domestiquer la nature, mais pour... on n'est pas dans le même siècle. Voilà, exactement. On est dans une évolution différente. C'est vraiment un retour. Et c'est vraiment un très, très beau roman où les héroïnes vont réapprendre à vivre complètement différemment, réviser leurs priorités aussi au fil du texte. Et ça a été un coup de cœur pour moi, pour d'autres amis. Et donc, moi aussi, un énorme coup de cœur. Pousser Gaëlle à le lire. Et vraiment, dès les premières lignes, de toute façon, on accroche. Parce que, certes, on est dans la nature, elles sont toutes seules, mais il y a cette notion de soi. Qu'est-ce qu'on ferait à leur place ? Comment on vivrait ? Et il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à ces deux romans. C'est la place de l'homme, en fait. L'homme qui représente le danger pour ces femmes. C'est quelque chose que j'ai ressenti, que ce soit dans Wild ou dans La forêt. Malheureusement, l'homme n'a pas une bonne image. Non. Voilà, il représente un danger et automatiquement, lui aussi, revient dans les instincts primaires. Et les instincts primaires, c'est quoi trouver ? Quoi trouver ? La femelle, en fait. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça. On revient sur les instincts primaires et les femmes sont en danger, en fait, dans ce genre de situation, dans ce genre de cadre. Alors, juste pour ça, on va faire juste un petit souvenir. C'était donc le Lagon Bleu, avec Brooke Shields, entre autres, deux gamins qui se retrouvent sur une île. Une façon d'appréhender la nature et leur façon d'être. Et puis, ce qui a marqué, je pense que c'est le dernier film qui aura vraiment été face à la nature, c'est Seul au monde, avec Tom Hanks. Apprendre juste à ouvrir un coco. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il pouvait boire de l'eau qui n'était pas de l'eau de pluie. Donc, montrer que, voilà, c'est la démarche. Maintenant, après, il y a eu beaucoup de films comme La famille Robinson, il y a eu beaucoup de séries où les enfants se retrouvaient sur une île. Et puis, il y a un élément qui est resté aujourd'hui, ça appartient aux enfants, c'est Tarzan, dont les parents se retrouvent sur un continent africain. On voit que ce fantasme-là, il existe, le retour à la nature. Mais est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas ça montre pas quelque part que l'être humain est devenu un peu lâche, c'est-à-dire qu'il a du mal à le faire, à le vivre, finalement, à le transmettre seulement à travers un livre, à travers un film, à travers des choses comme ça?
Vous pensez que... Vous avez envie, vous, de prendre vos sacs à dos, d'aller pique-niquer chemin volcan? Ah ben bien sûr. Moi, évidemment, oui. Complètement. Moi complètement, de temps en temps, je fais du camping sauvage avec mes enfants, avec ma famille. De quel côté? Du côté de la route forestière. D'accord, donc vers la route du volcan. Voilà, du Maïdo, ou sur la route du Maïdo. Bon, sur le volcan, il y a trop de vent. D'accord, ok. D'accord, vers le Maïdo, alors. D'accord. Du Maïdo, c'est pour essayer un peu... C'est un endroit où il fait froid quand même la nuit. Hein. Il fait froid. Voilà. Mais c'est aussi pour un peu oublier ce confort. Parce que si on veut transmettre que ce confort n'est pas quelque chose d'acquis et qui serait toujours là, si on veut éduquer autrement, eh ben, on est obligé d'emmener nos enfants faire un peu de camping pour qu'ils sachent... que voilà. Mesdames, alors moi je suis peut-être moins extrême que Kulsum. Je pense que alors ces romans ça reste pour certains des fictions, pour d'autres des récits de vie, ça reste des expériences, des façons de vivre la nature. Je pense que la nature on peut la vivre de plein de façons différentes. On a la chance quand même à La Réunion d'être dans un environnement qui est relativement préservé encore, faisons que ça dure, et ça peut se vivre tout simplement dans le jardin, ça peut se vivre effectivement lors de randonnées ponctuelles ou de camping ponctuel, et c'est aussi un chemin de se connaître et de savoir en fait regarder les petites choses du quotidien, les petites choses de la nature, et de pouvoir s'émerveiller d'un rien. Et en fait, je pense qu'on n'a pas forcément à attendre, j'espère pas, qu'il y ait une apocalypse pour se poser la question des plantes de notre jardin qu'on peut utiliser pour parfumer ou en infusion ou autre. Et en fait, moi, je vois plutôt ça comme ça, c'est-à-dire que on se plonge effectivement dans ces romans d'aventure extrêmes, etc., mais que c'est aussi comment on peut voir dans notre quotidien les choses de façon plus simple. Et voilà, de se rendre compte que tout n'est pas acquis, comme le disait très bien Kulsum, et qu'à tout moment, ça pourrait c'est comme basculer. Un peu une hymne à l'écologie. Voilà. D'accord. Quelque chose comme ça. Alors moi, je suis une vraie chochotte. Non, mais je le reconnais. Je suis comme une citadine où... je sais que j'ai un gros souci sur ça, il va falloir vraiment que j'y travaille, parce que j'ai pas la main verte, je sais pas parler aux plantes, je suis nulle avec ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est pour ça que j'ai du mal à appréhender ces romans. Et franchement, par rapport à Jane England, je me suis posé la question, je me suis dit, mince, à un moment donné, il faut peut-être revoir tes priorités. Est-ce que tu t'en serais sorti avec ces filles? Donc on pose des questions. Et moi, lire de ce genre de roman post-apocalyptique, je me remets en cause. Je me dis, oulala, il va falloir vraiment travailler un peu. Je dis pas que je gaspille ou voilà, je fais du tri, je fais des petits trucs comme ça. Sûr. Mais la nature et moi, ça fait 4 et il faut que j'y travaille. Il nous reste moins de 2 minutes. Ma question va être, c'est aussi un chemin pour justement aller un peu plus vers cette nature qu'on délaisse ou alors qu'on apprécie seulement dans son assiette? Eh bien, le chemin vers l'écologie, hein. On a énormément, il y a énormément d'associations, de mouvements, de choses qui se font pour l'écologie, ne serait-ce que de ramasser, de nettoyer son quartier, voilà. Peut-être commencer par ces petits chemins autour de soi. Un chemin aussi pour conduire les jeunes générations, nos enfants et les enfants autour de nous, à observer la nature et à la voir pas seulement comme quelque chose dont on profite pour le mettre dans l'assiette, pour en faire du pétrole ou autre. Et juste, si on peut citer un livre rapidement avant de terminer, c'est donc celui-ci. Les contes qui est un recueil de contes écrit par Peggy Lou Garbal, donc une autrice réunionnaise et une édition réunionnaise, qui est donc un recueil de contes écologiques. Juste le montrer. Le montrer. Juste pour préciser, je l'ai lu à la classe de mon fils, ils ont adoré. Donc on va juste montrer le livre, donc voilà, Contes d'Alizée. Peggy Lou Garbal, qu'on a reçu plusieurs fois sur ce plateau pour la Réunion des livres et pour surtout l'opération Je lis un livre pays. Voilà, je l'ai lu pour les enfants de 7 ans qui ont adoré le premier conte. Vraiment, c'est une manière d'expliquer l'écologie aux enfants avec une héroïne, Alizée, qui est très touchante et qu'on la voit évoluer au fil de ses aventures c'est toujours la même héroïne dans les contes et dans chaque conte et on la voit évoluer et expliquer à ses parents comment protéger la nature.
Voilà, on arrive à la fin de cet échange. Merci mesdames, merci Gaëtan, merci Kosovo, merci Mélissa Kadarsi. On aura le plaisir de vous voir avant que vous partiez en vacances. Merci pour tout cet échange et puis surtout ce bon moment et ce retour à la nature. Merci à vous. J'espère que vous avez également apprécié avec nous. Je vous souhaite un bon début de soirée. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.